François de Negroni, Afrique fantasme, essai, Plomb, 1992. Page 237, épilogue. Le raciste et son double. Au bord extérieur de l'analyse froide, la guerre idéologique continuera de devoir se mener sur deux fronts. D'une part, face au racisme anthropophage, machine à dévorer les différences humaines, faux universalisme messianique dont se part toujours encore tout impérialisme colonisateur, réducteur, prédateur. D'autre part, face au racisme mixophobe, ce faux respect de l'autre, dont se griment aujourd'hui les pulsions d'exclusion, les mythes jumelés du sang pur, du peuple homogène et du corps national saint, voire le culte de la culture nationale immaculée et de leur commun envers la hantise du mélange. Ni la réduction de l'autre au même, ni la protection du même contre l'autre par le bâton de longueur de la différence si noble. Se situer au-delà du racisme implique, en tant que première conséquence, de penser par-delà l'antiracisme, qui est son ombre, son double autant que son produit, et sa cause motrice aujourd'hui, depuis l'apparition d'un antiracisme hégémonique, institutionnel et professionnalisé. Pierre-André Taguieff, La force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, pages 413 et 490. La relation fantasmatique à la négrité, qui, des premiers découvreurs aux derniers des développeurs, est opiniâtrement engagée par le blanc dans son approche de l'Afrique subsaharienne, constitue la matrice d'un discours racial totalement cadenassé. Sur la base de présupposés naturalistes, elle scelle le principe d'une lecture binaire à travers laquelle l'altérité de l'homme noir, sans cesse redéfinie et fétichisée, se voit tantôt disqualifiée, tantôt valorisée, selon qu'elle renvoie dans l'imaginaire occidental à l'anarchie barbare des commencements ou à un âge d'or du rapport social. Le nègre du mauvais blanc vit sous l'emprise de pulsions primitives et bestiales, qu'il revient à la civilisation de mater. Le nègre du bon blanc s'épanouit dans l'innocence et la vérité de l'instinct, qu'il importe de sauvegarder des influences vénéneuses et dissolvantes de la civilisation. Entre le raciste négrophobe et son double humanitaire, l'antiraciste, dont les figures et les incarnations successives naissent et procèdent de ce conflit initial des interprétations, il y aura donc explicitement et systématiquement heurts à propos de tout, mais fondamentalement accord sur l'essentiel. Par-delà l'antagonisme de leur projection, le fracas permanent de leur prise de position, l'un comme l'autre saisissent l'univers subsaharien en termes de substance et d'anhistoricité. Et il n'est pour chacun d'eux de vrais nègres que, soumis à des déterminations, enfermés dans une ontologie de la différence, passible d'une assignation identitaire, ethniquement et culturellement ancrée, etc. Depuis 5 siècles, l'antiraciste affronte avec une âpreté et un courage jamais démentis son envers immonde, le raciste négrophobe. L'abolitionniste, l'anticolonialiste, le tiers-mondiste, l'écologiste, le pote se suivent, se relaient, porteurs du même message d'égalité et de justice. Au mépris des risques personnels souvent encourus, ils luttent contre l'arbitraire, les sévices, la coercition, les pratiques cyniques de l'impérialisme, la récurrence des rationalisations et des stéréotypes raciaux. Sans mesurer leurs efforts, ils militent et mobilisent pour affranchir l'esclave, émanciper le colonisé, supprimer la domination, l'exploitation et le pillage du sous-développé, préserver les équilibres et les usages immémoriaux, en finir avec l'exclusion sociale, faire respecter la dignité de l'immigré. Pourtant, en dépit de leur rectitude morale et de leur honnêteté subjective, malgré les victoires politiques qu'ils remportent et les avancées juridiques auxquelles ils aboutissent, ces perpétuels protestataires demeurent intégralement captifs de la relation à la négrité, des projections et des représentations dont ils combattent avec tant d'indignation et d'efficacité les implications concrètes négatives. À la manière du démocrate prosémite décrit par Sartre, ou du colonisateur de bonne volonté, distingué par Memmi, l'antiraciste négrophile
défend ses opprimés au nom d'une humanité abstraite et fictive, d'une universalité théorique du sujet et de ses droits. Mais ce qui lui échappe ainsi en contenu événementiel, en profondeur socio-historique, il le regagne aussitôt en densité ontologique, à travers l'immédiateté naturelle postulée du noir. Cette possibilité de glisser de l'homme universel à l'homme naturel, évidente dans le cas du noir, est beaucoup moins plausible pour ce qui concerne le nord-africain colonisé de Mémi, et ne l'est plus du tout lorsqu'il s'agit du juif de Sarthe. Parmi les différents processus de racialisation, celui dont fait l'objet le nègre est en effet le seul qui constitue l'autre sur la pure et simple base d'une opposition sauvage civilisée. Il identifie la liberté à la reconquête d'une authenticité originelle, perdue, aliénée, falsifiée, à la réappropriation des valeurs traditionnelles, à la renaissance des chartes ancestrales, à une adéquation retrouvée à l'essence négro-africaine, et ne cesse par là d'entériner la vision fixiste de ses adversaires, voire de l'alimenter en schéma idéologique, notamment quand il appuie son argumentation sur une conception jalousement ethno-pluraliste des cultures que le négrophobe s'entend très bien à utiliser afin de légitimer sa hantise des mélanges, de justifier la ségrégation, le parquage, le développement séparé, l'apartheid. C'est une noire qui l'affirme. Les politiques africaines d'africanisation ne sont-elles pas les meilleurs garants de la pérennité du discours xénophobe d'un Le Pen et de toute cette jeunesse anti-tiers-mondiste qui maintenant crie « la Roumanie avant la Tanzanie ». Ce langage plein d'équivoques de l'antiracisme parvient enfin, par l'entremise des chantres de la négritude, à investir l'espace mental subsaharien et à le coaguler en catégories substantivistes et passéistes, dont les retombées collectives les plus manifestes sont la servitude, l'incarcération culturelle, la marginalisation planétaire. Le noir apprend très vite à se percevoir comme un être dépourvu de pouvoir d'action réel sur le présent. Il est persuadé d'être totalement étranger à l'histoire contemporaine du monde, souligne Axel Kabou, qui analyse le déploiement hégémonique, les dérives et les ravages de cette africanité griffue. Et elle ajoute « Partout en Afrique, on note une absence cruelle de projets de société cohérents, d'idées neuves. Seule émerge de l'inertie organisée, une ambition crépusculaire, celle de rester soi à n'importe quel prix. » L'enracinement culturel a essentiellement pour fonction de perpétuer la misère, en échange de gratifications psychologiques, poursuit encore Axel Kabou. Des gratifications qui, à en croire Monet Nembo, ont perdu beaucoup de leur saveur millésime. Bonjour mon frère, au revoir mon frère, assieds-toi mon frère, sinon je t'abîme le portrait illico presto, mon frère est néanmoins très cher. Nous sommes affectueux jusque dans le crime. Je me demande quelle subconscience, signification nous accordons encore à ce litanique vocable. Peut-être plus rien, un simple bijou de locution pour parer notre chaotique discours. L'actuelle sensibilisation générale aux problèmes de coexistence entre communautés ethniques, les campagnes publiques de tolérance envers l'étranger et ses spécificités, la professionnalisation de l'humanitarisme exotique qui vont de pair en Occident avec la montée d'un comportement de rejet, d'ostracisme, de provocation verbale ou d'agression physique, ont donc sans surprise, comme corollaire intellectuel, une formidable résurgence de l'ontologique, le triomphe absolu des référents et des thèmes naturalistes. Jamais l'Afrique n'a été à ce point la proie du fantasme blanc. Jamais racistes et antiracistes ne se sont retrouvés autant éloignés éthiquement et aussi étroitement solidaires sur le plan du préjugé, comme en témoigne la digne crispation des seconds dans des attitudes purement sentimentales et symboliques de vigilance verbale, de culpabilisation ou d'autocensure, de confusion démagogique. Et le noir, maintenu au cœur d'imageries encore une fois réanimées, n'a d'autre alternative que de jouer l'un des deux rôles auxquels le destine de longue date son statut d'archétype de l'être primitif, pourvoyeur de vitalité tellurique ou vilain bougre, selon la conviction à l'œuvre. Il est inlassablement confirmé dans les attributs et les postures du nègre, par l'ami, le protecteur, le fan, l'initié, comme par l'ennemi, le profiteur, le cogneur, l'expulseur. Quelques signes, cependant, laissent augurer d'une autre définition et d'une autre pratique de l'africanité. Dans le domaine réflexif, tout d'abord, s'accomplit depuis peu un certain renouvellement conceptuel de la problématique raciale, dont sortent exsangues les thèses différentialistes véhiculées par les énoncés de la négrologie. Il est clair, affirme Taguieff,
que l'indétermination communautaire de l'individu, produite par neutralisation ou suspension de toute assignation à une origine fixe, est la condition de son élévation à une valeur infinie. Sur le plan politique, par ailleurs, s'amorcent dans diverses nations subsahariennes des changements qui procèdent pour beaucoup d'un déblocage des psychologies et des mentalités, d'une rupture avec les modes de pensée post-indépendantistes, du démantèlement de l'imaginaire ethnologique auquel Untonji exhortait le monde noir. Nous devons à tout prix libérer notre pensée du ghetto africaniste où on a voulu l'enfermer, insistait-il. Sortir à toute force de notre prison intellectuelle, ouvrir une brèche dans l'espace clos de nos fantasmes collectifs pour y laisser surgir la question théorique. Ces démarches, certes, demeurent balbutiantes, submergées dans un cas par les courants idéologiques dominants, menacées dans l'autre par le ressac des forces traditionalistes. Mais elles n'en contribuent pas moins, une fois conjuguées, à insensiblement fissurer le support mythologique commun à la négrophobie et à la négrophilie. Et malgré tout ce qui conspire à l'éterniser, on se surprend à rêver d'un éclatement du champ fantasmatique, d'une implosion dont le raciste ne réchapperait qu'isolé, diminué, privé du contre-discours caution de son double, réduit au soliloque paranoïaque, définitivement seul et grotesque, face à un noir enfin délivré des projections sclérosantes de ses défenseurs, enfin rendu, sans badge identitaire, à la conscience et à l'historicité de sa condition. Je suis nègre, et des tonnes de chaînes, des orages de coups, des fleuves de crachats ruissellent sur mes épaules. Mais je n'ai pas le droit de me laisser ancrer. Je n'ai pas le droit d'admettre la moindre parcelle d'être dans mon existence. Frantz Fanon. Paris, Rogliano, 1988-1992. Akutaki bana yango likambo moke mosala kobo